Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'aurais pu vous parler de la moto comme d'habitude, mais ça fait un bon moment qu'elle est au centre de l'attention sur la chaîne et donc pour une fois on va se réintéresser à la Ondine. De toute façon, si vous avez vu le titre de la vidéo et si c'est pour ça que vous avez cliqué, merci beaucoup d'ailleurs, on va s'intéresser au contrôle technique d'un véhicule de collection. La Ondine, pour rappel, elle est sortie en 61, donc ça lui fait quelques printemps, ça lui fait quelques contrôles techniques. Le mien a expiré, hein, on a eu une année pourrie, donc je me suis pas trop occupé de la Ondine, c'est vrai, je me suis beaucoup occupé de la moto et ça se ressent notamment sur les vidéos. Vous avez été quelques-uns à me demander le retour et plus de vidéos sur la Ondine, donc on va commencer aujourd'hui avec une vidéo préparation pour le contrôle technique. Je ferai peut-être la même vidéo avec les différences contrôle technique anciens versus contrôle technique moderne, pour ceux que ça pourrait intéresser, et pour ceux que ça intéresse aussi, le contrôle technique moto, on pourra en parler, mais pour tout ça, n'hésitez pas, vous connaissez la formule, me le dire en commentaire, c'est le meilleur moyen de m'informer de ce que vous voulez. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la Ondine est plaquée dans le fond et sur le côté, donc clairement pas accessible. La moto est au milieu, on va dire, elle est dans mes pattes, donc on va faire l'inverse, je vais monter la voiture sur chandelle. J'en ai déjà pour un gros moment, on va dire, d'assemblage de mon garage ou de rangeage, on va plutôt dire ça comme ça. Donc j'en ai pour un bon moment de rangeage et ensuite on passe à la vidéo. C'est parti. Ok, bon, comme vous pouvez le voir, la lumière est allumée, le garage a pas mal changé et la Ondine est sur chandelle. Alors vous pouvez pas le voir, j'ai l'image, mais vous pouvez pas encore le voir, mais vous allez le voir dans un instant. Il fait nuit, effectivement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu et surtout, voilà, j'ai eu une grosse journée, donc excusez-moi, cette vidéo sortira probablement plus tard que d'habitude. Désolé, voilà. Alors, avant de me lancer dans toute la partie technique et mécanique du contrôle technique, on va d'abord regarder ensemble ce que vous pouvez faire déjà, vous, chez vous, pour vous éviter un maximum la contre-visite. Il y a quand même énormément de statistiques de contre-visite. Si je les trouve, je les afficherai probablement à l'écran. Mais il y a énormément de contre-visites en France qui sont bien évidemment payantes, hein. Donc ne vous faites pas avoir sur un coup simple. Il y a certaines choses que vous pouvez vérifier vous-même sans avoir un garage, du temps, enfin voilà, quelque chose de vraiment très simple. Et ensuite, on se lancera dans des choses un peu plus complexes parce que j'ai bien conscience que tout le monde ne va pas aller vérifier ces jeux au rotule. Tu vois, typiquement, si je vous ai perdu sur cette phrase, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais en donnant un premier exemple de quelque chose que vous pouvez contrôler tout seul, alors oui, ça peut vous faire sourire derrière votre écran, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'ils vont tester au contrôle technique, et si ça marche pas, ça passera pas. Même chose, l'éclairage. Alors, c'est mieux d'être deux quand même pour être sûr que absolument tout fonctionne, mais n'oubliez pas le frein, la lumière de la marche arrière, les clignotants, etc. Bref, on va le faire ensemble. Globalement, alors, tac, sur cette voiture, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà des feux qui étaient assez modernes pour l'époque. On a deux positions sur les feux. En fait, on en a même trois. C'est-à-dire qu'on va avoir, hop, un premier cran, donc les veilleuses, qui sont juste en dessous. Ensuite, on a les phares, à proprement parler. Et ensuite, on a, hop, les pleins phares. Vous le voyez, normalement, voilà, il y a trois teintes différentes. Donc là, il vient de se passer quelque chose de très étonnant. C'est que ça fait 2 fois de suite que j'enregistre cette vidéo et l'ampoule qui est là-bas ne fonctionnait pas tout à l'heure. Mais là, elle veut bien. Bon, c'est une ancienne, c'est normal. Et donc, c'est marrant qu'on s'intéresse un peu à l'éclairage de cette voiture parce que c'est vrai que j'ai pas trop eu l'occasion d'en parler dans mes dernières vidéos et la dernière vidéo sur la Ondine remonte à très longtemps. Ce sont des ampoules jaunes. Ça éclaire rien. Voilà, c'est-à-dire que rouler avec ça la nuit, c'est plein phare obligatoire, on éblouit les gens en face et on ne voit pas mieux la route pour autant. C'est vraiment compliqué. On a oublié ce que c'était que de ne rien voir la nuit. On voit rien la nuit. Et ça serait très drôle que je fasse un essai la nuit, juste là, hein, dans la rue, peu importe. Hein, vraiment dans une rue qui n'est pas éclairée, où il fait noir, complet, juste avec les feux de croisement et pas les feux de route. Donc pas les pleins phares, mais les feux classiques, pour que vous compreniez vraiment à quel point on n'y voit rien. Alors, c'est très drôle, c'est pas insortable pour autant, mais ça demande vraiment un effort de concentration. Et du coup, ils sont où les clignotants sur cette voiture? Parce que, bon, veilleuse, machin, truc, ok, ils sont où les clignotants? Haha, subtilité. Alors, il faut mettre le contact, évidemment, sans ça, ça ne marchera pas. Hop, et voilà où sont les clignotants sur une Ondine. Et ouais, exactement. C'est les veilleuses. Pour rappel, les veilleuses,
hop, elles sont là. Et donc quand on met veilleuse plus clignotant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on tire fort sur la batterie, déjà là je vois qu'elle aime pas ça. Mais bon, vous avez compris un peu le principe. Le faisceau s'éclaire plus fort quand on a le clignotant activé. Alors, je vais couper tout ça. Vous l'aurez compris, la batterie de la voiture est quand même passablement déchargée, c'est-à-dire que ça fait quand même bien, je sais pas, au moins 3 ans que la batterie n'a pas été changée. Ça fait au moins 6 mois que la voiture n'a pas roulé de manière conséquente et donc la batterie est passablement déchargée. Et j'ai un petit chargeur à la maison qui, pour le coup, pour l'instant, ne sert à rien. Souvent, on a tendance à débrancher la batterie de ces véhicules quand on les met en hibernation, hein, clairement, en hivernage. Je ne l'ai pas fait, voilà. Alors ça ne changera rien, hein, il suffira de la recharger et de la faire repartir. J'ai déjà refait l'électrolyte de la batterie et si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, je vous l'explique tout de suite. Globalement, la batterie va fonctionner avec un plus et un moins, ça, tout le monde le sait à peu près, je pense. Globalement, imaginez 2 bâtons. Donc vous avez le plus et le moins qui baignent dans de l'acide pour, pareil, rester le plus vague possible. C'est pas tout à fait le cas, mais imaginez que c'est ça. Vous avez du coup cet acide qui fait votre échange entre le plus et le moins, qui permet d'éviter l'oxydation, etc., etc. Et de temps en temps, vous avez le niveau qui va baisser. Et bien, refaire l'électrolyte d'une batterie, c'est simplement refaire le niveau de la batterie pour être sûr qu'elle fonctionne le mieux possible. Sur ces vieilles batteries-là, c'était à l'eau déminéralisée, donc ça va, c'est quand même pas trop dangereux. Sur les batteries modernes, il me semble que ça ne se fait juste pas. Voilà, si jamais ça se fait et que je suis en train de dire une ânerie, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais effectivement, j'en ai jamais entendu parler. Tant qu'on est sur le tour extérieur de la voiture, c'est super, on va pouvoir l'approcher sous différents angles et je vais vraiment pouvoir prendre le temps de vous montrer au passage les petites subtilités de la Ondine parce que c'était quand même un véhicule un peu de prestige et il y a 2-3 goodies un peu sympas que j'aime bien et on commence tout de suite, c'est parti. Sa Majesté, la Ondine. Hop, je vous pose ici, vous avez vu on n'est pas allé très loin et on est effectivement juste sous la balafre, arrêtez de la regarder s'il vous plaît, ça me dérange. Ceci est un badge. Renault, waouh, la fierté de la marque, effectivement. Mais ceci est plus qu'un badge et vous pouvez penser, de manière tout à fait légitime d'ailleurs, que c'est le répétiteur de clignotant. Eh ben, perdu. Il n'y a pas de répétiteur de clignotant là-dessus. C'est en fait une autre astuce, tout à fait improbable, mais ma foi, fort intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit bitonio? Vous allez me dire si c'est pas le répétiteur de clignotant. Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, les normes, surtout sur l'éclairage, étaient totalement différentes à l'époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur un véhicule moderne, vous avez ce qu'on appelle un catadioptre. C'est globalement un réfléchissant. Quand un véhicule va arriver derrière vous avec ses feux et que vous êtes garé sans aucun feu par exemple, quand la voiture dort dehors, les feux de la personne qui arrive vont se refléter sur votre voiture. Vous avez la même chose sur les vélos et sur les motos, c'est ce que vous avez sur les rayons des bâtons sur les vélos par exemple. C'est quelque chose qui est quand même très répandu. Sur ces véhicules-là, faux départ, c'est-à-dire qu'il y a un semblant de truc qui pourrait faire penser que, mais dans les faits ça marche pas. Et donc là-dessus on a une option qui est assez incroyable, qui existe aussi encore chez certaines allemandes, c'est très répandu là-bas, c'est une espèce de veilleuse de position. C'est-à-dire que ça va allumer un seul côté de la voiture pour vous signifier que vous êtes garé ici. Admettons, cas pratique, je me gare sur le trottoir et la voiture est du coup garée à droite et elle a le côté gauche qui est sur la rue. Pour donner l'information à ceux qui arrivent qu'il y a un véhicule stationné, on met les petites loupiottes et ça va éclairer ce rang de la voiture. L'autre côté de la voiture, lui, n'a pas besoin d'être éclairé et puis ça fait économiser de la batterie. Alors, est-ce que ça tient toute la nuit? Je suis pas sûr. Peut-être que ça tenait à l'époque, en tout cas aujourd'hui, vu ma batterie, je suis clairement pas sûr. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, clairement non, parce que les phares des voitures modernes sont suffisamment puissants, on va dire, pour qu'on repère même une ancienne qui dormirait sur le trottoir. Et j'aurais pu dire ça il y a quelques années encore, mais les villes sont éclairées, alors du coup, pas de politique ici. Allez. Et donc du coup, on a un petit bitonio sur le volant, je vous montrerai tout ça après, qui normalement est censé nous éclairer un côté de la voiture. Est-ce qu'il faut le contact? Normalement, non. Là, visiblement, ça marche pas, ou alors c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, alors, je sais pas si c'est flagrant, mais c'est allumé. Et oui, et ça, mine de rien, dans le noir complet,
on va le voir un peu. Voilà, alors je vous ai dit que la gestion de la lumière sur cette chaîne, c'était quelque chose que je ne maîtrisais pas. Mais du coup, on le voit. Et oui, c'est quand même pas tout à fait inutile. Donc bref, voilà, ça fait pas tout à fait partie du contrôle technique, même si à mon avis c'est un élément de sécurité, et donc si le contrôleur technique s'y connaît suffisamment, il peut regarder et vérifier le bon fonctionnement de cet élément de sécurité là. Donc, dans le doute, je le vérifie. De ce côté-là, il fonctionne, et de l'autre côté, je vais aller vérifier maintenant. Ça fonctionne, magnifique, impeccable. Maintenant, on va pouvoir avancer un tout petit peu, puisqu'on va s'arrêter ici, voilà. Et on va prendre cette ligne-là. Ce qui va nous intéresser maintenant, ce sont les balais d'essuie-glace. Pareil, vous n'avez pas besoin d'être mécano, d'être expert, ou d'avoir un garage, ou de prendre 2 heures de votre temps pour vérifier l'état de vos essuie-glaces. Ça peut paraître débile, mais surtout à cette période de l'année, c'est quelque chose sur lequel ils vont pas laisser passer. Et ça peut vous valoir une contre-visite. Cette petite pièce nulle peut vous valoir une contre-visite. Ça serait quand même dommage. Qu'est-ce qu'on vérifie sur un balai d'essuie-glace? Son état. Voilà. Et comment on sait s'il n'est pas en bon état? S'il n'est pas en bon état, en fait. Globalement, je vais quand même pas vous expliquer ce que c'est qu'un balai d'essuie-glace, s'il vous plaît. Donc ça ressemble à ça. C'est une lame, ça s'appelle une lame, me demandez pas pourquoi, en caoutchouc. Et donc elle est censée être plus ou moins molle ou plus ou moins rigide en fonction de votre voiture, avec derrière un système de tension, on va dire, qui sert justement à l'appliquer sur la vitre de manière égale, que ce soit à ce point-là ou ce point-là. Voilà. Et donc, pour vérifier l'état de votre essuie-glace, c'est facile. Il suffit simplement de vérifier que la lame en caoutchouc ne soit pas déchirée, ne soit pas déformée. Et voilà, c'est tout, c'est fini. Et s'il y a de la mousse dessus, vous passez juste un petit coup, voilà, avec vos doigts, vous enlevez la mousse, et c'est fini. Et vous n'avez plus de contre-visite. Bon, là, on a vu les essuie-glaces. Forcément, il va falloir qu'on parle du pare-brise. Et le premier qui a la musique Carglass dans la tête, c'est pas bien. Le pare-brise, c'est un élément qui embête tout le monde parce que c'est très souvent coûteux, c'est chiant à changer, il faut forcément faire appel à un spécialiste. Et en fonction de vos assurances, un brise-glace, ça peut quand même coûter très cher. Donc, c'est la tuile. Ceci dit, attention, il existe maintenant, et depuis quelques années déjà, la possibilité de faire des réparations de votre pare-brise. Mais il y a certaines règles à connaître. Ne vous emballez pas si vous avez un impact, tout ne sera pas réparable. Sur un pare-brise comme celui-ci, ou comme sur toutes les voitures en règle générale, tout ce qui va être dans la vision directe du conducteur ne sera pas réparé. Le but, c'est d'avoir vraiment une glace transparente et sans aucun problème dessus. Donc si vous avez un PET et qu'on vient injecter une résine, il va y avoir cet effet un peu plastique qui peut déformer, et donc dans le doute, il change le pare-brise, il ne le répare pas. Idem, si l'impact est placé dans une zone à 4 cm autour des bords, ils ne le répareront pas. Et maintenant, sur les véhicules plus modernes, je ferai probablement une vidéo sur un véhicule plus moderne un peu plus tard, pour le contrôle technique toujours, vous allez avoir à ce niveau-là souvent un bandeau noir avec une caméra, avec un détecteur de pluie, avec ce genre de choses. S'il y a un impact là-dessus, vous vous doutez bien qu'on ne le répare pas, c'est un changement de pare-brise. Donc en fait, il n'y a quand même pas beaucoup de zones pour lesquelles on peut réparer le pare-brise. Alors, quand même, il nous reste globalement 50% du pare-brise. Je crois que j'ai chaud à la main et que le pare-brise est froid et du coup je laisse mes traces partout. Voilà, j'en laisse bien partout, la voiture est sale, ne vous inquiétez pas, elle sera lavée. Du coup, il nous reste globalement 50% du pare-brise de réparable, parce que le fait que le passager voyage avec un impact de son côté, ça, on s'en fiche. Par contre, effectivement, quand je parle d'impact, c'est littéralement comme ils expliquent dans les pubs, hein. Vous prenez un caillou, ça fait un petit trou comme ça et ça commence à fissurer, c'est réparable. Vous avez une fissure, ça ne sera pas réparable. On peut stopper l'hémorragie, entre guillemets, on peut stopper la progression de la fissure en venant percer le pare-brise pour qu'elle arrête de se diffuser. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça que ça marche. Mais pour le coup, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Pour une balafre, il faut changer un pare-brise. Et j'ai le cas d'ailleurs sur ma voiture actuellement, j'ai une énorme balafre sur mon pare-brise. Et je pensais qu'avec l'hiver, elle arrêterait de s'étendre. C'est perdu. Là, avec le froid et le craquel dans tous les sens, le fait que ça gèle dehors, c'est un calvaire. Mais je suis en train de raconter ma vie. Alors on avance. Donc on avance dans le profil de la voiture, toujours la chose à vérifier et qui est assez facilement contrôlable en fait, le rétroviseur. Oui, certaines voitures ont des rétroviseurs. Peu de gens les utilisent, mais la plupart des voitures en ont en fait. Alors celle-ci, si vous regardez bien, j'en ai que 2. J'en ai pas 3. J'en ai un ici, j'en ai un au centre
et à droite, j'en ai pas. Et c'était assez répandu sur les voitures de cette époque. Déjà, le simple fait d'avoir un rétroviseur, ça pouvait être une option. Donc on est en train de se dire que mettre de la rétrovisibilité, donc voir ce qui se passe derrière, c'est en option. Et alors, ça donne un style que personnellement j'aime bien. Mais alors pour les manœuvres, le fait de ne pas savoir ce qui se passe à sa droite, c'est assez particulier. Surtout quand on se gare en marche arrière, c'est un peu compliqué. Mais bon, bref. Le fait de vérifier que le miroir ne soit pas cassé, s'il est, manœuvrable, que ce soit mécaniquement via la petite tirette que vous avez dans votre voiture ou via un petit moteur électrique avec un pad, pareil, ils vont vérifier le fait que ça fonctionne. Ensuite, ils vont vérifier les différents carreaux et ils vont vérifier aussi le fait que ça s'ouvre normalement. Ils vont également vérifier les poignées et vérifier le fait que ça s'ouvre et que ça se ferme. Ça peut paraître bête, mais il y a certaines voitures sur lesquelles c'est bloqué. Attention aussi si vous avez des sécurités enfants dans vos voitures. Ça peut clairement être un refus du contrôle technique. Si vous avez une sécurité enfant qui est défectueuse ou quoi que ce soit, ça peut être notifié sur votre rapport de contrôle technique. Faites attention. Bon, globalement, vous l'avez compris, on se dirige quand même de plus en plus vers l'arrière de la voiture. A noter que tout ce que j'ai dit pour le côté gauche est bien évidemment valable pour le côté droit. Le moteur ? Allez, le moteur. Le moteur, donc, la Dauphine et donc fatalement la Ondine fait partie de ce type de véhicule qui était un tout derrière. C'est-à-dire que le moteur est à l'arrière et la transmission est à l'arrière. Ce sont les roues arrière qui entraînent le véhicule, contrairement à la plupart des véhicules qu'on a sur la route, dont ce sont les roues avant avec un moteur à l'avant, voilà, hein, globalement. Donc c'est une architecture qui est assez ancienne, qui est très peu répandue aujourd'hui, la position totalement à l'arrière, parce qu'on est même plus qu'à l'arrière, on est en porte-à-faux arrière. Et là, bon, je rentre un peu dans la technique, mais on m'a déjà repris là-dessus, et bon, je suis pas d'accord, donc je fais une micro-aparté là-dessus. On est en porte-à-faux arrière sur la Ondine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le porte-à-faux, c'est quand vous allez avoir un déport après vos roues arrière. Et là, le fait d'avoir le moteur à l'arrière des roues arrière qui sont juste ici, je vous montrerai sur un plan large juste après pour les 2-3 relous qui vraiment ne me croiraient pas, nous avons le moteur dit en sac à dos. C'est-à-dire que tout le poids de la voiture est à l'arrière. Clairement, à l'avant, c'est vide. Je vous ouvrirai le capot, du coup, tout à l'heure, pour juste voir, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, en fait. Mais il n'y a rien, c'est tout vide. Et donc, cette voiture fait, si je ne dis pas trop d'âneries, dans les 650 kg. Et en fait, dans les 650 kg, tout le poids est là. Et pour la petite anecdote, cette voiture a eu une version Gordini. Et cette voiture, dans les années 60, les gens aimaient bien la bagnole. Là, aujourd'hui, on ne l'aime plus. Mais dans ces années-là, ils faisaient souvent la course, le vroom vroom, tutut, poète poète, samplon 98, émission de CO2, voilà, le truc impeccable. C'était même pas du samplon d'ailleurs, c'était du plomb, ils en avaient rien à foutre. Et ils faisaient la course. Et ils avaient donc une voiture avec des roues motrices arrière, donc une propulsion, et avec un moteur en sac à dos. Ce qui fait que la voiture a une sale aisance à glisser, on va dire ça comme ça. Pour le dire de manière légèrement plus vulgaire, ça tortille du cul comme pas possible. Si vous êtes un peu joueur, et malheureusement c'est mon cas, il y a moyen de faire du drift avec une voiture de 60 ans, et je trouve ça fantastique. Sachez que vraiment, ça marche bien. J'ai l'habitude de le faire, je devrais pas le dire, mais j'ai l'habitude de le faire. Ça marche vraiment bien, c'est vraiment trop drôle, c'est super. Mais bon, si vous connaissez un peu la compétition automobile, vous savez que le fait de glisser pose problème parce que ça vous fait perdre du temps entre une belle trajectoire et un mec qui se met de travers. Le mec qui se met de travers, va forcément perdre de la vitesse. Et donc, quand ils faisaient la course, ça leur arrivait pour une répartition des masses mieux équilibrée sur la voiture, pour avoir un peu plus de poids réparti uniformément, ça leur arrivait de mettre un deuxième réservoir d'essence dans le capot, voire même de couler une dalle de béton dedans, histoire d'alourdir l'avant et de faire en sorte que la voiture soit plus stable et que l'arrière ne soit pas fou tout seul. Voilà, c'était la petite anecdote sportive, je trouve ça absolument fantastique de se dire qu'il y a des mecs qui se tiraient la bourre là-dedans, dans des courses monstrueuses, avec des plaques de béton dans la voiture. Je trouve ça fantastique. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Le moteur, si vous n'êtes pas mécano, ou mécano du dimanche, ou mécano confirmé, ou si vous n'en avez rien à faire, généralement, ouvrir votre capot, c'est un truc que vous n'allez pas faire. Pourtant, ça peut être très simple, et encore une fois, ça peut vous éviter un contrôle technique annulé. Voilà, ça peut... Pourtant, c'est quelque chose de facile à faire, certaines vérifications en tout cas,
et ça peut là aussi vous éviter une contre-visite. On a énormément de contre-visites actuellement qui sont faites pour des problèmes de pollution. Et chez nos amis de chez Peugeot, leur moteur PureTech qu'on aime tant a un problème d'émission si le niveau d'huile est trop haut. La jauge, on va dire, si elle est trop remplie, s'il y a trop d'huile dans le moteur, la sonde n'arrive pas à faire son calcul de pollution et ça fatalement, ça met fin au contrôle. Il vous faut forcément une contre-visite, vous n'avez pas le contrôle technique si vous avez trop d'huile dans la voiture. Comment est-ce qu'on fait ça? On tire sur la jauge et on fait son niveau. Ça peut paraître barbare, mais c'est assez simple et il y a un côté gratifiant au fait de faire ce genre de choses soi-même. Ça ne fait pas de vous des mécaniciens, loin de là, hein, tout va bien se passer, mais il y a vraiment un côté gratifiant à se dire que vous savez à peu près ce que vous regardez. Là, il n'y aurait pas trop d'intérêt à ce que je vous montre, on va dire, les différents liquides, parce que vous allez clairement pas retrouver ça dans votre voiture. Enfin, si, liquide de frein, liquide de refroidissement, liquide lave-glace, huile. Ça, vous allez les retrouver dans tous les véhicules thermiques / hybrides de la production. Il n'y a pas un de ces liquides qui manquera dans un de ces véhicules. Il y en aura forcément partout et tout le temps. Mais la façon de faire son niveau va bien changer. Par exemple, là-dessus, mon niveau de lave-glace et de liquide de frein est à l'avant. Par contre, mon refroidissement est à l'arrière et mon huile est bien évidemment à l'arrière. Je vais faire mon petit tour avec de la lumière pour que vous puissiez voir. Mais encore une fois, ça ne sera pas significatif de ce que vous allez avoir dans votre voiture à vous. Et donc, voilà, voici le moteur. Oh, on dit bonjour au moteur. Oh, bonjour au moteur. Pour les 2-3 que ça intéresse, le filtre à air, il est là. Le niveau de remplissage de liquide de refroidissement dont je vous parlais tout à l'heure, il est juste ici. Et le niveau se fait par débordement. C'est-à-dire que ça veut dire? C'est-à-dire que vous n'avez pas de jauge, il n'y a pas de bocal de liquide de refroidissement à proprement parler. Vous allez remplir dans la goulotte jusqu'à ce que ça vomisse par la goulotte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc là, par exemple, je viens d'ouvrir le bouchon et j'en ai sur les mains, donc le niveau ne doit pas être trop loin. Ceci dit, il n'est pas visible tout de suite. Donc si je suis vraiment tatillon, je pourrais en rajouter. Je vais en rajouter, juste voilà, pour dire que j'ai fait les niveaux complètement. Mais bon, il n'y en a pas très loin de toute façon. Je suis relativement habitué à faire le niveau sur cette voiture parce que j'ai longtemps eu une fuite de liquide de refroidissement, notamment au niveau de ma pompe à eau. Et donc voilà, j'ai pris l'habitude de toute façon de vérifier ce niveau-là assez régulièrement, mais je pense qu'il ne va pas m'en manquer beaucoup. Hop. Voilà, l'histoire de 3 fois rien. Je ne sais pas si vous le voyez, probablement pas. Alors voilà, je vous montre. Oh, voilà, c'est montré. Donc une fois qu'on a fait notre niveau de liquide de refroidissement, et ben écoutez, on va pouvoir juste hop, refermer le bocal et passer au niveau qui intrigue et qui fait le plus peur à tout le monde alors que, bon, il n'y a rien de méchant, le niveau d'huile. La jauge ici, elle est planquée et pour le coup là, je ne vais pas avoir la place de vous mettre de l'autre côté pour que vous puissiez vraiment voir, donc je vais simplement vous montrer la jauge. Hop, voilà ma jauge avec de l'huile dessus. On essuie pour avoir la bonne valeur qui s'affiche. On replante la jauge dedans, jusqu'au fond, c'est important. On la ressort, et voilà ce qu'il en ressort. J'ai un trait qui est juste ici, que vous devriez pouvoir voir, je pense, et j'ai mon niveau d'huile qui est juste en dessous. Mon niveau est quasiment au maximum. Je le sais parce que je connais ma jauge, mais quand j'essuie, ici j'ai mon niveau minimum, c'est-à-dire que si mon huile est jusque là, mon moteur est au minimum, si j'en ai en dessous, c'est vraiment pas bon. Et là, c'est mon maximum. Donc il faut que mon niveau, en gros, soit compris entre ça et ça. Mais plus près du haut, c'est quand même mieux. Si mon niveau était là, ce serait pas bon du tout non plus. Donc c'est super important le niveau, il faut quand même bien réfléchir à ça. Alors effectivement, encore une petite précision, j'ai dit tout à l'heure que la voiture n'avait pas roulé pendant longtemps et qu'elle avait fait que des petits trajets tout pourris, etc. C'est vrai qu'effectivement, l'huile dans cette voiture, je n'ai pas fait de vidange cette année. Sur les anciennes, les échéances d'entretien sont très courtes, il faut les faire assez souvent. Et généralement, le fait de le faire tous les ans, même si la voiture ne tourne pas, ça reste important. Ceci dit, je suis actuellement en train de préparer mon contrôle technique, ce que je vous explique depuis tout à l'heure, plus ou moins. Si vous n'avez toujours pas compris ça, lisez le titre de la vidéo. C'est pour le contrôle technique que je suis là à la base. La voiture, donc, là, va avoir son contrôle technique et va pouvoir globalement rouler de temps en temps, occasionnellement. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je ferai la vidange.
Là, si jamais je découvre d'autres problèmes sur la voiture et que je perds du temps à faire de la mécanique et qu'elle n'a pas son contrôle technique avant l'été prochain, je vais pas faire une vidange maintenant. Je vais pas mettre de l'huile neuve dans un moteur qui ne va pas tourner. Autant qu'elle garde son huile qui de toute façon n'est pas très usagée, on va dire ça comme ça. Elle peut très bien baigner là-dedans encore pendant quelques mois, le temps que je lui fasse une beauté. Voilà, écoutez, je vous montre l'avant et je pense qu'on pourra conclure pour aujourd'hui. Voilà, alors on se retrouve dans le capot à l'avant de la voiture et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien, hein, c'est pas un faux fond ou quoi, c'est vraiment le coffre de chargement de la voiture. Alors mine de rien, il y a quand même pas mal de place. Ça m'est arrivé de partir en vacances pendant genre 2 semaines avec la voiture. Il y a largement de quoi faire rentrer des sacs pour 2 semaines. C'est assez sympa. Pas grand chose à dire donc on va passer assez vite. Ici vous avez la batterie, c'est une toute petite batterie de 6 volts. La voiture n'est pas passée en 12 volts. J'essaye de la garder le plus d'origine possible. Sachant que voilà, sur votre voiture, sur votre moto, scooter, quad, tout ce que vous voulez, globalement aujourd'hui, à partir du moment où c'est motorisé, où ça prend la route, c'est du 12 volts. Voilà. Si vous me parlez de camion, c'est du 24, c'est autre chose. Vous êtes trop précis actuellement pour cette vidéo. Ici, on a le bocal de liquide de frein qui, pareil, est à contrôler sur cette voiture fréquemment parce que je sais que j'ai une petite perte. Le liquide de frein, aussi appelé DOT. Pourquoi DOT? Et ben parce que c'est le nom du produit tout simplement, voilà, ça s'appelle du DOT 4 en l'occurrence. Alors, vous pouvez mettre différents liquides de frein, moi j'aime bien mettre le truc le plus efficace même si ça ne sert pas à grand chose. Celui-ci étant prévu pour des freins équipés à disque avec ABS et ESP. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, ceux qui comprennent rigolent. LOL, l'humour est général. Et le bocal que vous voyez juste là-bas, là, le point blanc sur le coin, c'est simplement mon bocal de lave-glace. Voilà, rien de fou à dire à l'avant, si ce n'est qu'imaginez, encore une fois, un réservoir d'essence additionnel ici, en porte-à-faux avant, donc avant les roues avant. C'est assez dingue d'imaginer que les gars faisaient la compétition avec ça. Alors oui, porte-à-faux avant, porte-à-faux arrière, une bonne fois pour toutes. Alors bon, ça va clairement pas être pratique, mais du coup comprenez que ici, là, on est, hop, avant le badge Renault qui est pile poil sous la roue. Donc tout ce qui se passe ici, c'est avant la roue avant. Donc en porte-à-faux avant. Maintenant, je change de bras. Nous arrivons, j'ai tapé dans un truc, à l'arrière. La roue est là, le moteur est là. Le moteur est donc en porte-à-faux arrière, en sac à dos. Voilà. Bon allez, conclusion. Messieurs, dames, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, je sais pas où je vais avec C'est tout trop, on va recommencer. Bon bref, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Sincèrement, un grand merci, ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à commenter si jamais j'ai oublié quelque chose ou si je suis passé un peu vite. Si vous avez quelque chose à dire, voilà. Si vous êtes vraiment des boss, vous pouvez mettre un pouce en l'air pour dire que vous avez aimé la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Et si vraiment vous êtes les tenanciers, les patrons, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça n'engage à rien, c'est gratuit, vous pouvez vous désabonner à tout moment, même si je ne le souhaite pas. Et encore une fois, c'est vraiment ce qui pourrait me faire avancer en tant que créateur de contenu, même si ça peut un peu paraître pompeux. Pour le coup, c'est la seule chose qui donne de la visibilité aux yeux de YouTube. Bon allez, moi je vais préparer la prochaine vidéo que vous allez voir bientôt et qui sera la partie 2 de cette vidéo, à savoir comment préparer son contrôle technique version hardcore, ouais, pour les pros. Je sais pas trop comment je vais l'appeler, je connais pas encore le titre, si vous avez des idées. En tout cas, voilà, on va pouvoir vérifier de manière un peu plus poussée différents éléments sur la voiture, un peu plus mécanique pour le coup. Et ça, je pense que ça va intéresser moins de gens, mais c'était important pour moi de dissocier les deux parties de cette vidéo parce qu'il y a vraiment un tour facile à faire. Et je pense que n'importe qui peut le faire. Allez, sur ce, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ah là là, les pneus. C'est quelque chose qui vous ennuie, et bien sachez-le, c'est quelque chose qui m'ennuie aussi. Vérifiez ces pneus. Pourtant, pour le contrôle technique, c'est hyper important parce qu'en fait, énormément de points de contrôle se passent juste au niveau de la roue. Mon conseil, si vous voulez vérifier l'état et la pression de vos pneus, je vous conseille de vous garer avec les roues tournées. Et je vous explique pourquoi tout de suite. Là, la voiture est déjaugée, donc je peux logiquement, voilà, tourner mes roues. Ici, nous avons la bande de roulement. C'est comme ça que ça s'appelle, cherchez pas, on n'est pas là pour les termes. La bande de roulement, elle doit être
utilisée de manière parfaitement égale. Si vous avez un coin où elle est neuve et un coin où elle est pourrie, ça ne passera pas au contrôle technique, vous aurez probablement une contre-visite. C'est là aussi où vous allez pouvoir vérifier le témoin d'usure de vos pneus. Alors, c'est pas forcément facile, mais avec une petite recherche internet, vous allez très vite trouver à quoi ça ressemble. Là-dessus, je pense que je ne vais pas pouvoir vous le montrer de manière très précise. Une fois qu'on a vérifié l'usure de ces pneus et l'uniformité de cette usure, c'est très important, vous pouvez également vérifier si vous êtes un peu chaud, vérifier s'il n'y a pas des craquelures ou des déformations sur le pneu. Pareil, c'est quelque chose qui généralement ne passe pas au contrôle technique et qui entraîne derrière un remplacement systématique des pneus. Donc ça peut quand même valoir le coup de limiter les dépenses, hein, parce qu'un contrôle technique, ça doit être dans les 80 euros, une contre-visite dans les 40. Voilà, si vous pouvez gagner 40 euros si vous avez des pneus à changer, vous allez voir que mine de rien, ça peut faire la différence. Donc, soit vous passez en garage directement si vous n'y connaissez rien, soit, et pour le coup c'est assez facile à faire, regardez simplement l'état qu'ils ont. S'ils vous paraissent craquelés, s'ils vous paraissent déformés, si vous voyez de la corde métallique, c'est pas bon. Voilà, c'est un indice. S'il est lisse, c'est pas bon non plus. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Je vous donne des conseils, mais du coup, voilà. Bien évidemment, une fois que j'ai dit ça en faisant le pitre, la chose à contrôler va être la pression des pneus. Ça peut paraître évident, mais en fait personne ne le fait. Et ça, j'ai pas compris. Littéralement quelque chose qui vous protège de la mort. C'est le premier fusible de votre voiture, c'est ça qui va toucher le sol. Donc il faut quand même en prendre soin. Il faut vérifier la pression, parce que si vous avez un pneu qui est gonflé trop faible, il risque de chauffer et d'exploser. Et si vous avez un pneu qui est gonflé trop haut, malheureusement, ça arrive aussi, ça peut être un peu embêtant. Alors quand je vous dis trop faible ou trop haut, si vous avez une pression de pneu à 2 bar 4, logiquement dans la voiture, et que vous êtes à 2 bar 6 ou 2 bar 2, c'est pas très grave. C'est clairement pas très grave. Par contre, si vous êtes à 3 bar 5 et à 1 bar 5, là, oui, mettre un petit coup de mano, ça peut quand même être pas trop mal. Surtout qu'en plus de ça, il y en a partout en fait. Dans la moindre station-service, peut-être pas la moindre station-service, mais dans beaucoup de stations-service, il y a des bornes avec un manomètre par exemple. C'est assez facile. Alors, on peut se salir les mains, c'est vrai, mais ça vaut le coup. Pour le coup, vraiment, j'ai fait un peu de dépannage. Alors pareil, je vous raconte ma vie 30 secondes, mais j'ai été dépanneur pendant quelques temps. Les pneus, c'est important, s'il vous plaît. Vraiment, protégez-vous, vos familles, les gens qui arrivent en face et qui n'ont rien demandé à personne. Les pneus, c'est important. Voilà. Sur cette note un peu triste, on va passer à la suite. Bon voilà, maintenant qu'on a fait l'éclairage avant, on va 30 secondes s'intéresser à l'éclairage arrière parce que, mine de rien, c'est important. Allez, je vais vous poser ici, histoire que vous puissiez voir de quoi je parle. Tac, et j'essaierai d'être rapide dans mes transitions. Donc, nous allons avoir juste ici les feux, et là, et c'est là où il y a ici énormément de contre-visites, on va avoir un éclaireur de plaque. Et ça, vous allez obligatoirement l'avoir sur votre voiture à l'arrière. Et souvent, les ampoules crament, et souvent, c'est des contre-visites un peu à la con. Parce que 45 € pour une contre-visite, pour une petite ampoule qui a claqué pour éclairer la plaque de vitesse, ça énerve. Moi, en tout cas, ça m'énerve. Alors, vous êtes très bien tombé, puisque vous allez pouvoir m'aider à contrôler mes feux et leur bon fonctionnement, le bon éclairage. C'est parti. Donc, dans un premier temps, le plus simple, je vais mettre les feux et on va voir tout bêtement, voilà, si mes veilleuses s'allument. Donc là, j'ai mis mes veilleuses à l'avant et à l'arrière, on a bien une veilleuse, l'éclaireur de plaque et fatalement la symétrie de l'autre côté. Clignotons maintenant et on va voir ce qui se passe. Hop. Alors la batterie n'aime vraiment pas, mais pour le coup, voilà exactement, vous avez compris le principe. La veilleuse et le clignotant sont dans la même ampoule, donc celle-ci si elle claque, c'est chiant. La même chose de l'autre côté, ça fonctionne, splendide. Et maintenant, le frein. Voilà, bon, de mon côté sur cette voiture, j'ai rien d'autre à vous montrer.
parce que c'était pas encore l'époque des anti-brouillards, donc j'en ai ni à l'avant ni à l'arrière, mais pensez à contrôler les vôtres si vous en avez sur votre voiture. Et aussi quelque chose qui peut être négligé souvent parce que c'est pas simple de contrôler ça tout seul, c'est l'ampoule de marche arrière. Lorsque vous passez votre marche arrière, vous allez forcément avoir la lumière blanche qui s'allume logiquement, en tout cas à l'arrière de votre voiture, et c'est pareil, c'est bien de la contrôler, parce que si elle n'est pas là, c'est pas bon. Et sur ce, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt. Merci beaucoup.